En 1979, une révolution renverse le Shah Mohammad Reza Pahlavi et met fin à 2500 ans de monarchie en Iran. Au début, je n'ai pas cru au changement. Ainsi tombent les régimes autoritaires, progressivement, puis tout à coup. L'erreur du Shah a été de vouloir en faire trop, et trop vite. Le Shah Mohammad Reza Pahlavi, le dernier empereur de Perse, est une figure clé de la politique internationale de la seconde partie du XXe siècle. Son plus farouche adversaire se nomme Rouhollah Mousavi Khomeini. L'ayatollah va porter les espoirs de tous ceux qui s'opposent au Shah. C'étaient deux pôles opposés, tant par leur vision de la société que par leur personnalité. Ils sont devenus des ennemis jurés. Le Shah était comme obsédé par Khomeini. Leur rivalité va les accompagner pratiquement tout au long de leur existence et se solder par la défaite du Shah. La victoire de l'ayatollah sera aussi celle du fondamentalisme islamique et va poser un défi inédit à la politique internationale. En septembre 1941, Mohammad Reza Pahlavi, un jeune homme de 21 ans, prête serment devant le Parlement iranien et devient le nouveau Shah d'Iran, en pleine Seconde Guerre mondiale. Son père, Reza Shah Pahlavi, avait déclaré la neutralité du pays, mais sans jamais cacher ses sympathies nazies. Les Alliés ont exigé son départ. Depuis l'attaque de l'Union soviétique par les armées d'Hitler, Britanniques et Américains ont besoin de l'Iran pour faire transiter leurs engins militaires vers la Russie. Après avoir abdiqué et avant de quitter l'Iran, Reza Shah a dit à son fils Mohammad Reza « Tu restes ici. C'est à toi de prendre les choses en main. » Mohammad Reza a été préparé à ce moment depuis sa plus tendre enfance. Prince héritier désigné, il occupe une place à part parmi ses frères et sœurs. Ses camarades de jeu sont triés sur le volet par son père, qui l'envoie dans un prestigieux internat suisse pour recevoir une formation à l'occidental. C'est aussi son père qui choisit sa future épouse, la princesse égyptienne Fawzia. Cette prestigieuse alliance doit renforcer le pouvoir de la dynastie Pahlavi en Iran. Reza Shah était une personnalité forte, très charismatique, qui avait une emprise totale sur la vie de son fils. Romein, une petite ville à 300 km au sud-ouest de Téhéran. C'est ici que naît en 1902, dans une maison en lisière de la ville, Rouhollah Mousavi Khomeini. Il est le cadet d'une fratrie de 6. Il ne connaîtra pas son père, assassiné dans des conditions mystérieuses alors que Khomeini a 5 mois. Adulte, il tiendra Reza Shah pour responsable de la mort de son père. Jusqu'à la fin de sa vie, l'ayatollah Khomeini est resté convaincu que Reza Shah était intervenu personnellement pour protéger le meurtrier. Il en a gardé une rancœur persistante, puisqu'il parlait régulièrement dans ses écrits de ceux dont les pères ont été assassinés par Reza Shah. L'absence du père marque à tout jamais le jeune Khomeini. Sa mère le confie à une tante fortunée qui prend en charge son éducation. À 5 ans, Khomeini va à l'école du village où il apprend à lire et à écrire. Élève brillant, il progresse vite. Quand ses camarades jouent, il révise ses leçons et lit le Coran.
Avant d'être contraint à abdiquer, Reza Shah Pahlavi s'était mis à réformer le pays en profondeur. Obsédé par la modernisation de l'Iran, il avait notamment interdit le tchador des femmes en public. Il s'était attiré les foudres du clergé qui refusait cette ingérence du pouvoir temporel dans les affaires religieuses. Le jeune Khomeini, désormais étudiant en droit islamique, y voyait lui aussi une atteinte intolérable aux principes de l'islam. Khomeini était un théologien politique bien avant qu'il ne commence à s'exprimer publiquement. Il suffit de lire ses premiers écrits pour s'en convaincre. Par exemple, dans Kashf al-Asrar, le dévoilement des secrets, on trouve déjà des attaques virulentes contre Reza Shah. L'abdication forcée de Reza Shah sous la pression des Alliés en 1941 est une première victoire pour Khomeini. Il demande à ce que le pays soit désormais gouverné selon la charia, la loi islamique. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Exilé en Afrique du Sud, Reza Shah décède en 1944. Lors du rapatriement de la dépouille, tous les regards sont braqués sur le fils. Comment le jeune dirigeant va-t-il résoudre le conflit avec le clergé, conflit qu'il a hérité de son père? L'opinion publique voit en lui un personnage réservé. Comme l'écrit Shakespeare, certains se voient imposer la grandeur, d'autres s'en saisissent. Mohammad Reza Shah s'est vu imposer la monarchie. Il y a une différence considérable entre celui qui se saisit du pouvoir pour créer un État moderne et celui qui, au fond, n'est qu'un roi malgré lui. Le jeune dirigeant se montre étonnamment déterminé à poursuivre l'œuvre de modernisation sociale et politique de son père. À une différence près, il veut mettre fin aux relations conflictuelles avec le clergé. Son futur rival Khomeini est devenu un savant islamique renommé et très écouté des étudiants. Certains se radicalisent à l'image des fédaïnes de l'islam, les martyrs de l'islam. Ce groupe fondamentaliste chiite recrute principalement parmi la jeunesse des quartiers pauvres de Téhéran. Il exige la mise en place d'un État religieux fondé sur le Coran, refuse toute influence occidentale et demande le retour du voile pour les femmes dans l'espace public. Ils ont pris une importance considérable en quelques années, notamment grâce à des assassinats très médiatiques. Leur première victime était un intellectuel réputé qui s'attaquait à l'islam dans sa globalité. Ils ont également assassiné un premier ministre, le général Ali Razmara. Et Khomeini était le clerc qui leur donnait en quelque sorte le feu vert religieux. Parce qu'il faut savoir que dans l'islam chiite, on ne peut pas simplement tuer quelqu'un comme ça. Il faut d'abord qu'une autorité religieuse émette une fatwa, comme par exemple celle de Khomeini contre Salman Rushdie. Le Shah en personne est victime d'une tentative d'assassinat en 1949. De forts soupçons pèsent sur les fédaïnes de l'islam, mais faute de preuves, le Parlement iranien préfère incriminer le Toudeh, le parti communiste pro-soviétique. Son interdiction fait les affaires du Shah, qui se méfie autant de l'idéologie communiste que de l'islam radical, car il a la tête tournée vers l'Occident. I'm looking forward with the keenest anticipation to all that I have to experience here in the greatest of the democracies in a free world. En novembre 1949, Mohammad Reza Pahlavi se rend aux États-Unis où le président Harry S. Truman et la population lui réservent un accueil chaleureux. Avec une arrière-pensée, les États-Unis veulent s'assurer l'accès aux immenses réserves pétrolières de l'Iran. De son côté, le Shah a besoin d'appui pour ses ambitieux projets de modernisation. Il se montre particulièrement intéressé par les innovations technologiques comme le barrage Hoover. Mais son engouement pour l'Occident est loin de faire l'unanimité dans le pays.
L'Iran était dans un état de dépendance totale. Le Shah était sous la coupe des Américains et des Britanniques. Alors que nous voulions un pays indépendant, qui prend sa destinée en main, qui choisit sa voie. Le boom de l'économie mondiale d'après-guerre a besoin de carburant. Non loin du golfe Persique, à Abadan, la plus grande raffinerie du monde sort de terre. Depuis le début du XXe siècle, l'extraction pétrolière iranienne est essentiellement aux mains des Britanniques. La firme Anglo-Iranian Oil Company est comme un État dans l'État. Après la nationalisation de l'industrie pétrolière par le Parlement iranien en mars 1951, les Britanniques répliquent par un blocus maritime. De nombreux travailleurs spécialisés britanniques doivent quitter le pays. La population applaudit la reprise des installations par une société d'État. Mais l'embargo pétrolier met rapidement le pays à genoux. Les partis extrémistes comme le Toudeh communiste sont les grands bénéficiaires de la crise. Leur rang ne cesse de grossir. La situation devient explosive au point de pousser le Shah à quitter précipitamment le pays. En son absence, différentes factions se disputent l'hégémonie politique, les mollahs et des formations politiques telles que les communistes qui exigent la fin de la monarchie et la création d'une république populaire. Le Shah finit par reprendre la main grâce aux États-Unis qui subventionnent désormais généreusement son régime. Et la CIA l'aide à mettre en place un redoutable service de renseignement, la SAVAK. Notre Shah est devenu l'équivalent d'un César romain. Il s'est énormément investi dans les affaires quotidiennes et dans les petites guerres politiciennes. Et quand on agit comme un César romain, on s'expose à être assassiné comme Jules César. Pendant ce temps, Khomeini ne s'exprime pas en public sur les sujets politiques. Entouré de son épouse et de ses enfants, il mène une vie de reclus dans sa maison de la ville sainte de Rome. Seuls ses disciples les plus dévoués le fréquentent, mais rien ne filtre du contenu de leurs conversations. Il continue de développer ses thèses sur l'islamisation de l'État, sans faire de vagues, mais sûr de lui. Il fait preuve de la même assurance lors d'un entretien personnel avec le Shah. Il a été mandaté par le grand ayatollah pour obtenir la grâce de l'un des assassins du groupe Fédayine de l'islam. Le Shah lui accorde. Car Mohammad Reza cherche à se concilier les mollahs. Par ses pèlerinages réguliers à la Mecque, en Arabie Saoudite, il montre sa foi autant que sa soumission à l'autorité religieuse des imams. Mais ces opérations de communication servent aussi d'autres objectifs. Je crois que sa foi lui vient de sa mère. Elle était très croyante, contrairement à son père qui ne l'était clairement pas. Cela dit, sa politique religieuse n'est pas liée à ses sentiments, mais au fait qu'il voyait dans les communistes la principale menace pour le pays. Et il avait compris qu'il pouvait combattre les communistes en jouant la carte de la religion. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Le Shah veut combattre l'influence de l'Union soviétique sur la population. Traditionnellement monarchiste et anticommuniste, le clergé apparaît comme un allié de choix que Mohammad Reza va courtiser pour s'assurer ses faveurs. Mais son plan échoue. Il pensait que la religion allait être le soubassement idéologique de ses réformes. Mais c'était encore une fois une erreur. La religion, particulièrement celle professée par le clergé chiite, n'aurait jamais pu servir de cadre à la modernisation et à l'occidentalisation. En 1959, Téhéran est en fête. La presse people du monde entier a dépêché ses photographes au mariage de Mohammad Reza Shah et de Farah Diba. Après 2 divorces,
le Shah compte sur sa nouvelle épouse pour enfin donner à la dynastie Pahlavi l'héritier tant attendu. Faradiba va jouer un rôle actif aux côtés de son mari. En 1962, une foule en liesse accueille le couple royal aux États-Unis. Les relations irano-américaines sont au beau fixe. Le Shah et le président Kennedy partagent la conviction que la puissance militaire est seule en mesure d'endiguer la menace soviétique. Il faut donc que l'Iran soit armé. Les Américains s'en chargeront et gagnent ainsi un accès privilégié au pétrole iranien. Les Américains ont mis à disposition du Shah ce qu'ils avaient de plus moderne en matière d'armement. Ils ont créé son armée. Le pays grouillait de conseillers militaires américains qui décidaient de ce qui pouvait être fait ou non. Et croyez-moi, tout ce qu'ils ont fait n'a certainement pas servi la démocratie. L'Iran des années 60 est un pays en voie de développement, aux structures archaïques. La majorité des habitants sont des agriculteurs sans terre. Celles-ci sont aux mains de grands propriétaires, parmi lesquels on compte de nombreux mollahs et fondations religieuses. Le 11 janvier 1963, le Shah dévoile un vaste programme de réformes qu'il appelle la Révolution blanche. Son objectif affiché est d'améliorer sensiblement le sort matériel de la population. La Révolution blanche était réellement l'idée de Sa Majesté. C'était son choix. Il voulait que son pays et ses citoyens puissent se développer. Un référendum populaire vient appuyer ce programme qui s'annonce très ambitieux. Suppression du système féodal, privatisation des entreprises d'État, lutte contre l'analphabétisme, introduction du droit de vote pour les femmes. Si les femmes ne peuvent pas encore voter au référendum, elles se rendent néanmoins aux urnes pour manifester leur approbation. Il voulait moderniser le pays. La Révolution blanche devait faire de l'Iran un pays meilleur. Et ça a été le cas sous beaucoup d'aspects. Elle a mis fin au système féodal, ce qui était loin d'être facile. Une réforme agraire imposée contre la résistance farouche du clergé est au départ de la Révolution blanche. Le Shah redistribue plus de 500 000 hectares, l'équivalent en surface d'un département comme le Jura ou la Lozère, à 30 000 familles sans terre. Selon certaines rumeurs, le Shah avait entrepris ces réformes sous la pression des États-Unis. Cela voulait dire qu'elles n'allaient servir qu'à des fins colonialistes et impérialistes, qu'elles ne se faisaient pas dans l'intérêt du peuple iranien. Les mesures venaient de l'étranger, elles étaient dictées par les Américains. Enrôlés dans l'armée de la connaissance, de jeunes diplômés sont envoyés dans les campagnes pour apprendre aux enfants à lire, à écrire et à calculer. Même les paysans et les nomades doivent rejoindre les bancs de l'école. Le Shah tient à intégrer toutes les couches de la population à sa révolution. Cette armée est venue pour alphabétiser, mais pas pour apporter une véritable instruction. C'est très bien d'alphabétiser les gens, mais l'alphabétisation, ce n'est pas de l'éducation politique. Il y a une grande différence. Toute forme d'éducation politique était proscrite, que ce soit à l'école ou à l'université. Khomeini se fait le porte-voix d'un groupe de mollahs qui refusent une politique qu'il considère comme pro-occidentale. À cette époque, l'ayatollah Khomeini était la voix du peuple et des opposants. Il articulait leurs demandes avec beaucoup de courage.
C'est pour cette raison que nous soutenions l'ayatollah Khomeini. Quand Khomeini s'est mué en personnalité publique, il n'était plus ce jeune théologien de Rome qui se plaignait de Reza Shah, mais qui n'allait pas plus loin par respect pour ses professeurs. Il avait été nommé grand ayatollah et il avait rassemblé autour de lui un nombre conséquent de partisans. Son potentiel de mobilisation était devenu considérable. Conscient de sa force, Khomeini sort de sa retraite relative et conteste ouvertement la politique du Shah. Il l'interpelle en public et l'avertit de ne pas poursuivre dans la voie de son père. Khomeini a adressé des lettres directement au Shah, et le Shah y a répondu dans plusieurs discours. J'ai longuement étudié ces échanges, et ils sont remarquables à plus d'un titre. D'une part, Khomeini fait preuve d'une attitude de défi étonnante. Par exemple, quand il prévient le Shah, « Attention mon garçon, ne fais rien qui pourrait me pousser à te virer du pays comme ton père. » Et le Shah, de son côté, explique qu'il ne laissera pas, comment dit-il déjà? Ah oui, ces petites fourmis qui vivent dans les excréments gouverner le pays. La volonté de donner aux femmes une place plus importante dans la société iranienne est au cœur de la Révolution blanche. Elles peuvent désormais voter et même se présenter aux élections. C'est un jalon dans l'histoire des femmes iraniennes. Elles s'affirment et se saisissent de leurs nouveaux droits. La liberté des femmes était très importante. Les droits de la femme étaient très progressistes pour l'époque, même par rapport aux pays européens. Il y a eu de nombreuses résistances, à tel point que la première révolution menée par Khomeini en 1963 est partie directement de la contestation du décret sur le droit de vote. Pour Khomeini et ses partisans, la nouvelle place politique et sociale des femmes porte atteinte aux fondements de la foi islamique. Le clergé contre-attaque. Khomeini dénonce la corruption, la violence d'État et les tortures perpétrées par les services secrets, la SAVAK. Il menace de provoquer une réaction noire à la révolution blanche de celui qu'il nomme le tyran de notre temps. Khomeini était le seul à l'époque à se montrer aussi radical et à s'en prendre aussi violemment au Shah. Il l'accusait de trahir la religion et menaçait de le proclamer officiellement en état de péché. Et il menaçait d'organiser la révolte contre lui. Manifestations et contre-manifestations se succèdent. Le Shah envoie l'armée dans la ville sainte de Qom. Le sang coule. Khomeini est arrêté. Il risque la peine de mort. Il faut l'intervention de nombreux clercs pour que sa peine soit allégée. L'ayatollah doit s'exiler à Nadjaf, en Irak. Pendant ce temps, la mise en œuvre de la Révolution blanche s'avère plus compliquée que prévu dans les campagnes. Certes, les paysans possèdent désormais les terres qu'ils cultivent, mais ils manquent de semences, d'eau et d'engins agricoles modernes. La réforme agraire a provoqué un exode rural massif. Les paysans ont été obligés de quitter leur village pour les villes. Des bidonvilles ont poussé tout autour de Téhéran, parce que ces gens n'avaient pas les moyens de s'installer au centre. C'est cette population marginalisée qui a fourni les soldats de la Révolution. Quand on met fin au féodalisme et qu'on pousse des millions de gens vers les villes, il faut avoir préparé son coup. Il faut notamment avoir réfléchi à qui va enseigner à tout ce monde les nouvelles règles du jeu politique.
Le problème, c'est que les seules organisations politiques tolérées relevaient du clergé. À Nadjaf, bastion de l'islam chiite en Irak, Khomeini se retire complètement de la vie publique. À 60 ans, il ne s'imagine pas revenir un jour sur le devant de la scène. Il est isolé. De nombreux théologiens iraniens ne veulent pas être associés à ses activités politiques. Il se replonge dans l'étude des textes sacrés et garde seulement contact avec un noyau dur d'étudiants. Ce sont eux qui le tiennent au courant de la situation en Iran. Sa famille, qui l'a accompagné en exil, est l'un de ses rares soutiens. Il est devenu un personnage lointain, qui avait pour seul centre d'intérêt sa mosquée et ses livres. En 14 ans, il ne s'est pas éloigné une seule fois à plus de 3 rues de chez lui. Il allait à la mosquée et il revenait. Au même moment, en Iran, on renoue avec des fastes d'une autre époque. Mohammad Reza avait toujours déclaré ne pas vouloir monter officiellement sur le célèbre trône du Pan avant d'avoir accompli une grande œuvre pour son pays. En octobre 1967, il se fait couronner empereur. Le clergé le soutient car le Shah prend soin d'associer les religieux à chacune de ses sorties publiques. Il sait à quel point le peuple est attaché aux références religieuses qui légitiment la royauté. La cérémonie semble marquer l'aboutissement de son règne. Désormais, il est le Shah-in-Shah, le roi des rois. Et pour la première fois dans l'histoire de la Perse, la femme de l'empereur est couronnée. Elle peut, en théorie, prendre sa succession. Quand Sa Majesté a posé la couronne sur ma tête, c'était comme s'il l'a posée sur la tête de toutes les femmes. C'était un épisode majeur de l'histoire de notre pays. Je ne me disais pas que j'étais devenue une personne importante. Je pensais seulement au symbole que cela représentait pour l'avancée des droits des femmes et de leur respect. En mai et juin 1967, le couple royal est en visite d'État en République fédérale d'Allemagne, où l'accueille le président Heinrich Lübke et le chancelier Kurt Kissinger. Le voyage obéit avant tout à des motifs économiques. Le Shah visite les grandes usines sidérurgiques de la Ruhr et du Rhin, car il a besoin de partenaires pour industrialiser le pays. Il veut notamment ériger des barrages en vue de l'irrigation des terres agricoles. Des marchés prometteurs pour l'économie allemande. Le potentiel économique était indéniable. Les banques y ont également vu un intérêt puisqu'elles pouvaient officier comme financeurs. Tout le monde était gagnant. Lorsque le couple se rend à l'Opéra de Berlin, les côtés sombres du régime éclatent au grand jour. Des membres de la SAVAK s'en prennent violemment aux manifestants venus protester contre l'oppression et la torture. La mort d'un étudiant, tué par un policier allemand, va provoquer la radicalisation de l'extrême gauche allemande. Ce sera une césure dans l'histoire de l'Allemagne. 4 ans plus tard, en 1971, on fête les 2500 ans de l'Empire perse. À Téhéran, la tour Shayad, ou mémorial des rois, voulue par Faradiba, doit incarner le nouvel esprit de modernité de l'Empire. Dans l'ancienne capitale impériale Persépolis, le Shah célèbre les gloires du passé. La fête monumentale en plein désert rassemble monarques, chefs d'État et dictateurs du monde entier. La population n'est pas conviée. C'est l'exemple même d'une initiative qui partait d'une bonne intention, mais dont l'exécution a été tellement délirante, minée par la corruption et le népotisme, que ça a été totalement contre-productif. Pour réaliser le bond technologique de sa révolution blanche, le Shah a recours aux capitaux étrangers.
Il investit des milliards dans l'électrification du territoire et la construction d'industries. Pour le dirigeant, l'Iran retrouvera la grandeur de l'Empire perse en raccrochant les wagons avec la modernité. I think that our country in the next 10 years will be what you are today. In the next 25 years, according to other people, I'm not saying that, will be among the 5 most prosperous countries of the world. Pour atteindre cet objectif, le Shah investit aussi dans l'énergie nucléaire. Des entreprises américaines et françaises sont sur les rangs pour décrocher ce marché lucratif, mais ce sont les Allemands qui raflent la mise. Nous étions évidemment très fiers d'avoir obtenu le marché et de construire la première centrale nucléaire du pays. C'est Siemens qui s'en est chargé. D'un autre côté, je me suis évidemment demandé pourquoi un pays qui possédait des réserves inépuisables de pétrole et de gaz dépensait des fortunes pour construire une centrale nucléaire. Mais à ce moment-là, les intérêts de l'économie allemande primaient sur tout. Il fallait saisir l'opportunité. Le Shah était animé par les nécessités de son époque. Que ça plaise ou non, modernisation rime essentiellement avec occidentalisation. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. La capitale se montre particulièrement réceptive au mode de vie occidental. Téhéran devient une métropole moderne où l'on croise peu de femmes voilées. Les jeunes voyagent sans restriction et peuvent se former à l'étranger. On profite pleinement de la libéralisation des mœurs. En revanche, rien ne bouge du côté des structures politiques. L'Iran reste une monarchie traditionnelle où tous les pouvoirs vont au Shah. Il voulait prendre toutes les décisions seul. Ça a été l'erreur fatidique, celle qui explique ses nombreux échecs et qui, en fin de compte, l'a mené à sa perte. La situation économique du pays était mauvaise, mais aucun ministre n'osait lui dire la vérité. Et la situation était mauvaise parce que toutes les décisions venaient d'en haut. C'était un régime autocratique, marqué par la corruption, les crimes et l'assassinat d'intellectuels. Le pays se vidait intellectuellement. C'était une trahison, comme si l'Iran était contrôlé de l'étranger. Au même moment, à Nadjaf, en Irak, le temps semble s'être arrêté. Khomeini développe ses thèses devant un petit cercle d'auditeurs. Il réfléchit à un ordre juridique islamique qui donnerait une place prééminente aux clercs. Il condamne les superficialités et la pure débauche de l'Occident. Il dénonce les puissances coloniales et Israël. Et il demande la fin de la séparation entre politique et religion. Les transcriptions de ces cours seront réunis dans un livre intitulé « Pour un gouvernement islamique ». Je crois que j'ai été un des premiers lecteurs de ce livre. Il m'a choqué. Mais comme beaucoup d'autres, j'ai été idiot. Il me paraissait impossible qu'une idéologie aussi arriérée puisse s'imposer en Iran. On avait connu une révolution constitutionnelle en 1905-1907. On n'allait pas laisser les clercs couper des mains en public. On n'allait pas leur donner le pouvoir parce qu'on savait ce qu'était la charia. Je me suis trompé, comme beaucoup de pays et de puissances. L'ouvrage de Khomeini est interdit en Iran. On veut éviter que les idées radicales et les exigences religieuses du savant chiite se propagent. Mais pour les opposants à la classe dirigeante, la censure ne fait que renforcer la fascination pour ce livre. Quelques années avant la victoire de la Révolution, je suis allé dans différentes villes pour le distribuer.
Si la SAVAK avait appris que nous diffusions ce livre, nous aurions eu de très gros problèmes. Mais malgré cette menace, nous avons persévéré. S'opposer au régime du Shah, c'est courir le risque de finir dans les geôles de la SAVAK, où les tortures et les exécutions sommaires sont courantes. C'est aussi contre ces pratiques que les étudiants allemands avaient manifesté à Berlin. On ne s'échappe pas de cette prison de Téhéran, construite dans les années 30. Des personnalités politiques toujours en activité y ont été enfermées, comme Ali Khamenei, l'actuel guide suprême de la révolution. Ont-ils commis des actes graves? Absolument. Ont-ils torturé? Absolument. On ne peut pas nier les tortures, ni les nombreuses exécutions. Mais l'opposition a aussi très efficacement gonflé le nombre réel de détenus. On disait à l'époque que l'Iran comptait des centaines de milliers de prisonniers, alors que le chiffre se situait en réalité autour de 4000. La résistance ou même la contradiction ne sont pas tolérées. Il n'y a aucun débat public sur l'évolution sociale et politique du pays. Les partis, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont largement mis sur la touche. L'opposition est en exil ou en prison. Isolé par son mode de gouvernement autocratique, le Shah perd peu à peu le contact avec la population. Un pays ne peut se développer que quand ses habitants disposent d'une certaine autonomie, c'est-à-dire quand ils prennent leur destin en main. C'est le processus démocratique. Sans démocratie, sans la participation du peuple, rien ne va. En Iran, les marchands des bazars, les bazaris, jouent un rôle social de premier ordre. Chaque jour, ils sont en contact avec des millions de personnes. Or, le Shah ignore les bazaris dans ses projets d'occidentalisation. L'arrivée de grands magasins et de chaînes de supermarchés à l'occidental menace leur existence. Le dirigeant ne se rend pas compte des conséquences de sa politique et du nombre grandissant de ses adversaires. La révolution iranienne n'était pas au départ une révolution purement islamique. Elle rassemblait des tendances et des forces très diverses inscrites dans l'histoire du pays. C'est pour cela que je ne la réduirai pas à une opposition des clercs au régime des Pahlavis. Téhéran et ses immeubles modernes symbolisent la foi illimitée dans le progrès. Mais le tempo imposé par le Shah laisse une grande partie de la population sur le bord de la route. Désemparés et fragilisés, les oubliés de la modernisation vont se tourner vers une institution familière et rassurante. Le Shah a complètement muselé la gauche, qu'elle ait été pro-soviétique ou social-démocrate. Mais les religieux avaient le droit de construire des mosquées, des écoles et de former des associations. Quand on concentre des millions de déshérités dans des bidonvilles, où ils sont faciles à mobiliser et uniquement encadrés par des institutions religieuses, il ne faut pas s'étonner que ce soit le clergé qui gagne la révolution. Dans les années 70, de nombreuses mosquées sont rénovées, les écoles coraniques fleurissent. Le message du Shah se veut sans équivoque. Malgré ses tendances pro-occidentales, il considère l'islam comme fondement de la société iranienne. En multipliant les gages publics de sa foi, par son pèlerinage annuel à Mashhad par exemple, l'une des 7 villes saintes du chiisme, il espère garder le soutien du clergé.
Il pensait que la religion serait l'ultime rempart contre les forces d'opposition. Il s'imaginait que les clercs ne le lâcheraient jamais. C'est là qu'il a fait son plus mauvais calcul stratégique, idéologique et politique. Parce que les personnes qu'il considérait comme ses soutiens les plus infaillibles se sont avérées être ses plus dangereux ennemis. Les premiers rassemblements contre le Shah ont lieu en 1978 à Rome. Ils ont pour origine la publication d'un article diffamatoire contre Khomeini dans un quotidien iranien. Le grand ayatollah et le clergé y sont accusés d'agissements contre-révolutionnaires. Ses partisans organisent une manifestation de soutien. Ça a été une révolution très rapide, peut-être la révolution la plus rapide de l'histoire de l'humanité, puisque tout s'est joué en 4 mois. À chaque jour qui passait, la volonté du Shah de rester au pouvoir faiblissait, tandis que la volonté de l'opposition de le voir partir augmentait. La manifestation de Rome est durement réprimée. Il y a des victimes. Selon la tradition chiite, une commémoration a lieu au 40e jour du deuil. Rapidement, ils sont des centaines de milliers à descendre dans les rues. Et la foule ne cesse de grandir. La résistance ne faiblit pas et prend le Shah complètement au dépourvu. Il semble pétrifié par le pouvoir grandissant de la rue. Le 19 août 1978, un incendie criminel fait 422 morts au cinéma Rex dans la ville pétrolière d'Abadan. L'opposition accuse les services secrets et le Shah. Par la suite, différents indices feront peser les soupçons sur des clercs qui auraient agi avec l'aval de Khomeini dans l'ombre. Après l'attentat du cinéma Rex, la contestation et la colère ont pris une toute autre ampleur. Pour la première fois, j'entendais la foule crier « Mort au Shah », ce qui était encore inimaginable en 1977. La contestation populaire vire à l'affrontement ouvert. Le 8 septembre 1978, l'armée ouvre le feu sur une foule de manifestants sur la place Jaleh à Téhéran. Le bilan de ce vendredi noir, comme il est nommé depuis, est de 64 morts. L'opposition parle de 15 000 victimes. Une grève générale met le pays à l'arrêt. Le Shah disposait d'une armée forte, d'un service secret puissant. Il avait en sa possession tous les instruments du pouvoir. C'est pour ça que nous avons été nombreux à nous dire « Commençons d'abord par faire tomber le régime avec Khomeini. Et après, on arrivera bien à se débarrasser de lui dans un second temps. » Sur instigation du Shah, Khomeini est déclaré persona non grata en Irak. Il doit quitter Nadjaf. Ses proches lui conseillent de se rendre en Europe, ce qu'il refuse d'abord. Qu'irait-il faire dans un pays non islamique? Il cède pourtant pour son plus grand bénéfice. À Naufle-le-Château, dans la banlieue de Paris, des milliers de partisans du monde entier viennent lui rendre hommage. Il reçoit aussi le soutien d'hommes politiques comme François Mitterrand et d'intellectuels comme Jean-Paul Sartre ou Michel Foucault. Son séjour français le catapulte sur le devant de la scène. Quasiment du jour au lendemain, il est devenu une célébrité mondiale. Et il était beaucoup plus malin que ne le pensaient le Shah, les Britanniques et l'opposition iranienne. On s'était imaginé qu'il allait se ridiculiser et faire peur à tout le monde en débitant des propos réactionnaires en public. Et bien au contraire, il a été très prudent et n'a pas mentionné une seule fois le terme de Velayat Faqih.
Rien ne transparaît des thèses radicales que Khomeini a formulées dans son livre « Pour un gouvernement islamique ». Et comme ses écrits sont interdits en Iran et inconnus en Occident, personne ne vient l'interroger sur ces sujets. Ses discours contre le Shah sont enregistrés et diffusés en Iran. Nous avons tout fait pour diffuser ces discours. Nous avons distribué des cassettes où nous pouvions, même dans les villages les plus reculés. Les généraux attendent le feu vert du Shah pour intervenir contre les révoltés. Mais le Shah, très affaibli par un cancer, reste muet. Désemparé, l'armée se tient en retrait. Lorsque la foule comprend que les soldats ne tireront pas, les manifestants leur glissent des fleurs dans les fusils et leur remettent des photographies de Khomeini. Au cours d'une allocution télévisée, le Shah tente une dernière fois de redresser la barre. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. تضمین می‌کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و بدور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود. Il avait l'air faible, complètement abattu. Il avait du mal à lire son texte. La phrase clé du discours était « J'ai entendu l'appel de votre révolution. Laissez-moi une seconde chance. » Les gens l'ont très justement interprété comme une marque de faiblesse. Pour moi, cette intervention scellait son incapacité à se rendre maître de la situation. La situation inquiète aussi au niveau international. Le président Valéry Giscard d'Estaing convie le chancelier allemand Helmut Schmidt, le président américain Jimmy Carter et le premier ministre britannique James Callaghan pour une conférence en Guadeloupe. Le sort de l'Iran est scellé. Nos entretiens ont fait apparaître un double objectif, accroître la sécurité et réduire les tensions dans le monde. Il nous est apparu que la reconnaissance légitime des réalités du monde contemporain doit s'accompagner de la poursuite des efforts pour améliorer les relations internationales. Traduction, les puissances occidentales lâchent le Shah et son régime. Le 16 janvier 1979, il quitte le pays accompagné de sa famille. Pour un temps seulement, pense-t-il alors, convaincu que la crise n'est que passagère. Il ne reviendra pas. Jamais je n'oublierai ces larmes quand nous avons quitté le pays. Et quand cet officier s'est jeté à ses pieds. Le Shah était un bon roi pour les temps de paix, mais il n'était pas un bon roi pour les temps de trouble. Il avait une double personnalité. Quand il se sentait en position de force, il avait une confiance en lui démesurée. Mais au premier revers, il devenait très timide. Khomeini a pu faire l'unanimité parce qu'il n'y avait personne en face de lui. 15 jours plus tard, le 1er février 1979, Khomeini quitte Paris pour Téhéran. L'issue du voyage est plus qu'incertaine. L'armée de l'air du Shah va-t-elle repousser l'avion ou même l'abattre? Quand on monte à bord d'un avion dans de telles conditions, on ne se sent évidemment pas en sécurité. Monsieur Khomeini n'a montré aucun signe d'inquiétude, mais il avait certainement peur, comme l'aurait tout être humain. Pour la première fois après 14 années d'exil, Khomeini remet les pieds sur le sol iranien. Des millions de gens en liesse célèbrent son retour. Après 2500 ans d'existence, la monarchie persane n'est plus et Khomeini est accueilli en sauveur. Personne ne mesure encore les répercussions de la révolution islamique sur l'Iran.
Pratiquement tous les intellectuels soutenaient Khomeini, de la droite à la gauche, même ceux qui avaient longtemps été derrière le Shah. Il avait l'appui de tous les grands entrepreneurs, des milliardaires. C'est absolument impressionnant de voir à quel point il a réussi à mettre d'accord les différents camps qui existaient à Téhéran. Khomeini commence par se rendre au cimetière Behesht et Zahra, où sont enterrées les victimes du régime du Shah, et dans la ville sainte de Qom, là où tout a débuté bien des années plus tôt. L'affrontement entre ces deux personnalités peut se résumer à une opposition entre deux volontés. Et dans ce type de confrontation, c'est toujours la plus forte qui gagne à la fin. C'est exactement ce qui s'est passé en Iran. La volonté de Khomeini de conquérir le pouvoir était bien plus forte que la volonté du Shah de le garder. Après une odyssée à travers plusieurs pays, le Shah décède d'un cancer le 27 juillet 1980 au Caire. Il a 60 ans. Sa dépouille est déposée dans la mosquée Al-Rifoy de la capitale égyptienne. L'ayatollah Khomeini meurt le 3 juin 1989 à Téhéran d'un arrêt cardiaque. Sa dépouille repose dans un mausolée. Durant ces 10 années de règne, il a mis en œuvre ses idées de révolution islamique avec une intransigeance sans pareille et transformé l'Iran en un État religieux. Il a ainsi enclenché une dynamique qui tient encore aujourd'hui le monde sous tension.